Merci, merci beaucoup. Et c'est évidemment une intervention tout à fait intéressante, alors, bon, qui réveille en moi quelques souvenirs sur un colloque qui s'était tenu sur le Conseil d'État et la Grande Guerre, et où j'avais moi-même évoqué ce que j'avais appelé une jurisprudence de guerre du Conseil d'État, mais tout à fait différente des circonstances exceptionnelles. Alors, les circonstances exceptionnelles liées à l'état de siège, je ne sais pas. Les circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence du Conseil d'État, c'est détaché, ont été élaborées à cette époque pour différentes raisons, mais pas simplement de guerre, d'ailleurs. Et c'est une notion, évidemment capitale, très connue, mais qui est un nouveau concept juridique qui n'est pas, enfin, tel que nous avions pu le voir à l'époque, lié à l'état de siège lui-même. Mais alors, là, il faut peut-être distinguer cette zone des armées, la zone du front, du reste, évidemment. Alors, donc, les termes, non, oui, circonstances exceptionnelles, pour un juriste de droit public, ça a une résonance particulière, hein, qui n'est pas, évidemment, liée en soi à l'état de siège, et de même l'acte de gouvernement, qui, pour le Conseil d'État, en tous les cas, n'a été utilisé à cette époque que pour les actes qui mêlent les relations de l'État français avec un État étranger, fut-il l'ennemi d'ailleurs, voilà, hein, mais pas au-delà, donc très peu. Et le mot n'est employé que dans un seul arrêt, fiché comme tel d'ailleurs au Lebon à l'époque, mais c'est le seul qui peut être répertorié. Donc là aussi, c'est une notion qui est un peu à manier de façon délicate, mais c'est vrai qu'il peut y avoir un droit spécifique et peut-être une jurisprudence spécifique à détacher de cette zone de guerre, de cette zone, ou la zone des armées, comme on veut, la zone du front, ou bien l'immédiat arrière-front, département des Vosges. Et c'est là-dessus peut-être que vous aurez d'ailleurs des questions à poser, des observations à faire. Je ne veux pas m'étendre là-dessus, ce n'est pas à moi de le faire. Mais je tenais quand même à faire cette indication sur les notions jurisprudentielles de l'époque, qui évidemment étaient liées à l'état de guerre, de façon tout à fait avouée, reconnue, bien sûr, le but quand même, finalement, c'est de participer aussi à l'effort de guerre d'une certaine façon par la jurisprudence, mais pas au point d'aller peut-être aussi loin dans les droits reconnus à l'autorité militaire, et certains arrêts démontrent d'ailleurs le contraire, mais enfin, encore une fois, c'est à voir. En tout cas, c'est une intervention qui pose beaucoup de questions intéressantes et importantes à mes yeux. Alors, maintenant, nous allons demander à M. Carnet de développer son sujet, qui est, et là nous revenons aussi d'ailleurs à la notion de jurisprudence, donc politique juridictionnelle, relative à la réparation des dommages de guerre, à la lumière des archives de la commission supérieure, dite ici de cassation, des dommages de guerre. Et évidemment, M. Carnet, qui a vu ça par le menu dans les archives, va nous livrer le résultat de ses recherches et de ses réflexions. Je vous remercie. La loi, dans le creux de ses virgules et dans le silence de ses points, ne prévoit que rarement l'application concrète des droits qui y sont consacrés. C'est le juge, confronté à la réception du droit durant son activité contentieuse, qui en fixe la portée exacte par sa jurisprudence. Cela est particulièrement remarquable lorsque le droit écrit intervient dans un domaine traditionnellement prétorien. La loi du 17 avril 1919 relative à la réparation des dommages de guerre, aussi appelée, nous l'avons vu, charte des sinistrés, entre dans ce cadre où le juge administratif avait fait émerger une jurisprudence que le législateur dut remanier sous le poids des circonstances exceptionnelles de la guerre mondiale. Cette jurisprudence s'était construite au début du XIXe siècle, marquée par les campagnes napoléoniennes où des armées traversaient des pays entiers pour s'affronter sur des théâtres d'opérations localisés à une localité ou une place forte. Le dommage de guerre résultait moins des préparations des places au combat que des réquisitions subies par les civils du fait du ravitaillement des armées durant leur déplacement.
Le juge composait alors avec le principe d'irresponsabilité des pouvoirs publics pour les calamités et la guerre, limité par la volonté souveraine d'accorder ou non un secours ponctuel. Le juge administratif ne reconnaissait de droit à l'indemnisation que dans le cas très limité où les réquisitions étaient effectuées sur une commune par les autorités militaires qui avaient eu recours à des prélèvements en nature directement sur ses habitants. Mais la Grande Guerre, industrielle, totale, généra en 4 années de conflit une telle masse de dégâts matériels que ce système aurait été totalement inadapté. Dès le début du conflit, le pouvoir politique promit une véritable indemnisation avec un régime provisoire fixé par le décret du 20 juillet 1915 et concrétisé, pérennisé par la loi du 17 avril 1919. Par son article 1er, le législateur montre clairement sa volonté de répondre en priorité à la dimension politique du problème des dommages de guerre, avec la consécration d'un régime de réparation assurantielle reposant sur le fait générateur. Le législateur de 1919 assurait pour l'avenir et le meilleur une large indemnisation à une population civile acculée par 4 années d'efforts de guerre considérables, au juge d'en assurer le pire. La loi de finances du 31 mai 1921, complétée par celle du 2 mai 1924, organise la compétence d'une commission supérieure de cassation des dommages de guerre, organe spécial du Conseil d'État chargé de réguler l'activité contentieuse, l'activité jurisprudentielle des instances de premier et deuxième degré, à savoir les commissions cantonales et les tribunaux des dommages de guerre. Les décisions rendues par cette commission constituent un corpus permettant d'étudier une jurisprudence qui met en lumière les difficultés pratiques rencontrées par la mise en œuvre de ce nouveau régime. Conservée aux archives nationales, cette documentation comprend environ 600 pièces d'archives, chacune comprenant une dizaine d'arrêts, soit plus de 6000 décisions rendues par la Commission durant ces 2 décennies d'existence. Un recueil informel de fiches d'arrêt classant par article de la loi les décisions de principe rendues durant sa première décennie d'existence livre des informations précises sur les méthodes de travail des conseillers d'État face à un droit inédit. Cette classification par article révèle le souci du juge administratif de respecter au mieux la lettre de la loi et traduit aussi l'impératif de maintenir une cohérence jurisprudentielle dans une période assez courte au regard de la lente évolution du droit administratif. Une telle quantité d'arrêts implique de synthétiser le contenu normatif pour en restituer sa logique juridique. Un impératif éthique aussi à l'égard des sinistrés, ces milliers de citoyens, souvent humbles et démunis face à la machine administrative, parfois riches mais désemparés devant l'ampleur de la guerre, impose aussi de ne pas laisser dans l'ombre leurs histoires particulières, capitales dans la reddition de la justice. La répartition des désistements entre particuliers et État ne semble pas être significativement déséquilibrée. La différence entre les moyens juridiques de l'État et ceux des particuliers, parfois très modestes donc, n'a pas joué a priori de rôle déterminant dans la poursuite de l'action en cassation. En revanche, la répartition des rejets semble montrer que les particuliers furent davantage déboutés que l'État. Le système mis en œuvre par la loi du 17 avril l'a donc probablement favorisé au détriment des simples citoyens. Pour mieux comprendre cet apparent déséquilibre, l'établissement d'une méthode d'analyse doit permettre de tendre vers l'exhaustivité, sans omettre les différents problèmes de droit évoqués, et de restituer fidèlement l'attitude des différents protagonistes de l'indemnisation des dommages de guerre. Dresser un tableau complet des décisions et solutions dégagées par le juge sur la base des cas d'espèce, identifier les grands problèmes de droit, la période de leur apparition et leur évolution dans le temps sont les éléments indispensables de cette démarche. Dès lors, comment les parties à la procédure d'indemnisation se sont-elles saisies des différents critères d'éligibilité aux réparations de guerre ? Quelles furent leurs attitudes face aux décisions rendues par la Commission supérieure de cassation des dommages de guerre ? L'étude des recours formés devant le juge du Palais Royal révèle, en premier lieu, que les pouvoirs publics cherchèrent à faire émerger une jurisprudence leur permettant de contrôler efficacement les indemnités allouées aux sinistrés, sans toutefois y parvenir. Les parties se tournèrent alors vers d'autres moyens de recours pour obtenir une réévaluation des réparations obtenues en première instance. En premier lieu, donc, pour l'État, l'impossible définition restrictive du lien du fait générateur a été ce premier élément de manquement à la définition de son pouvoir de contrôle des indemnités. Les premiers problèmes juridiques que la Commission eut à résoudre furent, assez naturellement, la définition de ce fait générateur source d'un dommage indemnisable au sens de la loi du 17 avril
et du lien de causalité qui lui est rattaché. Passé ce premier temps où se fixent les grandes lignes de la jurisprudence, ce ne fut cependant pas un moyen efficace pour les parties de motiver leur recours. D'une part, l'État échoua à faire émerger une interprétation restrictive de ce lien causal. Les premiers cas demeurèrent assez limités dans leur champ d'application. Il s'agit de savoir, par exemple, si un agriculteur pouvait obtenir une indemnisation pour la perte des récoltes semées durant l'été 1914, celle-ci n'ayant pu être récoltée du fait de la mobilisation générale du mois d'août, ou encore suite à la réquisition des bêtes de ferme qui participaient à cette tâche. L'État, soucieux des finances publiques, contesta le caractère direct du dommage avec un fait de guerre. Pour lui, la perte des récoltes ne résultait pas des opérations militaires en tant que telles. De même pour les cas où l'impossibilité de récolte de cet été 1914 résultait des mesures de police administrative visant à évacuer les zones où les premiers théâtres d'affrontement se localisèrent. Dans l'ensemble de ces cas, le Conseil d'État, contestant cette interprétation très restrictive du lien causal et direct, considéra que ces dommages donnaient effectivement droit à réparation. Ce fut le sens d'une décision rendue le 28 novembre 1921 en assemblée plénière, arrêt Saint-Moquet. À l'exception de ce cas précis, l'invocation du lien direct ne fut mobilisée que rarement, et souvent pour des situations nécessitant une interprétation plus poussée. Particulièrement durant les premières années, le gouvernement souleva devant le juge le fait de savoir si les dépenses engendrées par la location de vide-greniers, les coûts de déplacement des meubles du domicile des sinistrés vers l'arrière ou encore les polices d'assurance devaient être regardés comme des dommages causés par les combats. Ce fut le principal contentieux fondé sur la causalité du dommage avec un fait de guerre. Dans un arrêt Sieur Blancano du 22 octobre 1921, affaire dans laquelle le sinistré des régions libérées contestait l'obtention d'indemnités pour le déplacement des meubles d'un particulier dont le domicile se trouvait en zone de combat, sans que celui-ci n'eût été atteint par un quelconque fait de guerre, le juge administratif estima qu'il était bien en présence d'un dommage de guerre. En effet, les coûts de déplacement étaient liés de façon certaine et directe aux opérations militaires menées dans les abords de la commune où résidait le sinistré. Ce type d'affaires met en évidence un élément fondamental pour comprendre le contentieux des dommages de guerre. Avec l'ampleur considérable de la Grande Guerre sur le quotidien des populations, la conception du dommage s'élargit. Dans ces cas, le dommage concernait le patrimoine du sinistré et non un bien spécifique. La notion de dommage matériel s'éloignait résolument d'une perception restrictive d'une chose. La question de la succession des faits dans le temps devint aussi centrale dans ce type de litige. Le ministère des Régions libérées invoquait parfois le lien de causalité pour contester le déroulement des événements dommageables. Cela conduisit le juge à apprécier la chronologie des événements intervenant dans la réalisation d'un fait de guerre, pour juger si celui-ci entrait dans le champ d'application de la loi du 17 avril. Dans un arrêt Fonck du 22 octobre 1921, un requérant contesta ainsi le jugement rendu par le tribunal de Strasbourg qui lui refusait l'indemnisation au motif que ses biens avaient été endommagés, alors qu'ils étaient encore la propriété d'un ressortissant allemand. La loi de 1919, refusant le droit à la réparation au sujet de nations en guerre avec la France, et le bien étant devenu propriété du requérant alsacien après la réalisation du dommage, celui-ci ne devait être couvert par la solidarité nationale. Dans cette affaire, c'est la succession des événements dans le temps qui importait. Quand l'affaire fut portée devant lui, le juge du Palais Royal rejeta la requête du sinistré. Non pas en l'absence de lien direct avec un fait de guerre, celui-ci était évident, mais bien parce qu'au moment de son avènement, le droit allemand s'appliquait et non le droit français. Le raisonnement du juge marque ici la volonté d'écarter toute considération délicate sur le statut civique des Alsaciens durant la guerre, en se concentrant sur le ressort du droit applicable grâce aux critères du fait direct. Outre ces cas spécifiques, la question du fait générateur n'a donc pas permis de fixer des critères restrictifs voulus par l'État pour contrôler les deniers publics. Les tribunaux des dommages de guerre, quant à eux, cherchèrent à poser une interprétation large de leurs compétences en matière de contrôle. L'exploitation des archives de la Commission supérieure de cassation des dommages de guerre montre en effet clairement que les juges du second degré ont tenté de contrôler le montant des indemnités au détour d'un point de procédure lié aux mineurs et incapables. L'article 25 de la loi de 1919 dispose en effet que pour les causes qui intéressent les femmes mariées, les incapables et les absents, l'exercice des droits et actions s'effectuera suivant les règles de droit commun du Code civil et sous le contrôle de l'homologation des conventions passées entre l'État et les parties des tribunaux des dommages de guerre. Les tuteurs, curateurs devaient donc justifier d'une délibération du conseil de famille
approuvant l'accord intervenant avec l'État. Et c'est au détour de ce point de procédure que les tribunaux de dommages de guerre eurent recours, en général, à l'abaissement des indemnités qui avaient été fixées dans le cadre de cet accord. La jurisprudence fut posée dans l'arrêt de principe du 22 octobre 1921, consort Menuisier, rendu en assemblée plénière. Madame de Menuisier, veuve de guerre, avait conclu avec l'État un accord sur l'indemnisation du dommage de troisième catégorie, donc concernant des biens immeubles. Homologué par la commission cantonale de Fresnes-en-Veuve, le tribunal des dommages de guerre revint sur le montant des indemnités fixées en l'abaissant. Madame Menuisier, agissant tant en son nom propre qu'au nom de ses enfants mineurs, propriétaires de la part indivis héritée de son mari, enfin de leur père, forma donc un recours devant la Commission supérieure de cassation des dommages de guerre pour contester cette baisse. Soulignant la gravité de la question, la Commission statua en assemblée plénière et posa le considérant de principe qui sera repris par la suite dans tous les arrêts rendus sur ces questions. Considérant qu'il résulte des travaux préparatoires que le législateur a entendus par des dispositions spéciales, entendons l'article 25, simplifier les mesures de protection des mineurs, qu'en cas de conciliation, le tribunal des dommages de guerre n'est compétent que pour statuer sur l'accord intervenu entre les parties et qu'il ne lui appartient pas de réviser la décision, il suit que de là qu'en prononçant la réduction de l'indemnité fixée d'un commun accord par les parties, le tribunal des dommages de guerre de Verdun a méconnu le sens et la portée de l'article 25. Les tribunaux de dommages de guerre ne parvinrent donc pas à étendre leurs compétences sur le montant des indemnités fixées. Les seuls cas où ils eurent cette possibilité se limitèrent à ceux dans lesquels la conciliation entre l'État et les sinistrés avait échoué. Dans ce cas, ils étaient renvoyés devant les tribunaux de dommages de guerre compétents, qui n'étaient pas tenus dès lors de respecter les montants proposés par les agents administratifs et pouvaient fixer une indemnité qui était inférieure. Ce fut le sens d'une décision rendue le 29 avril 1922, veuve Dupont. La volonté d'étendre le pouvoir de contrôle du juge au-delà de ce que prévoyait le texte de la loi, nullement circonstanciel, fut un véritable phénomène durant au moins les 3 premières années d'activité de la commission de cassation des dommages de guerre. Sa gravité s'accrut clairement du fait de la rédaction de la loi. La formule de l'arrêt principe ou consort Menuisier précise en effet que le juge se réfère aux travaux préparatoires et indique que la formulation de la loi n'était pas suffisamment claire. Ce fut dans l'ambiguïté du verbe et dans la lourdeur de la procédure que le juge tenta de se frayer un chemin pour asseoir un pouvoir de contrôle qui allait au rebours de l'esprit de la loi. Puisque dans tous les cas de ce type d'affaires qui remontaient devant le Conseil d'État, les tribunaux des dommages de guerre avaient aggravé la situation des mineurs, ce que la loi cherchait pourtant à protéger. L'analyse des archives de la Commission accentue ce constat. Alors que durant l'été 1922, la majorité des requérants étaient des particuliers, maires ou tuteurs, dès l'année 1923, ce fut l'État qui fut le principal auteur des recours. Dans ce sens, un arrêt mineur Berger et Rémy du 5 novembre 1923 apporte une précision importante qui vient étayer cette observation. Le Conseil d'État rappelle que le pouvoir de modifier le montant de l'indemnité ne peut se justifier que dans les cas d'espèce où le tribunal des dommages de guerre augmente l'indemnité fixée. C'est bien lorsque la décision de la commission de préconciliation méconnaît les droits du mineur que le tribunal est motivé à étendre sa compétence sur le montant de l'indemnité fixée. Ce point de contentieux ne doit pas être éloigné des circonstances historiques particulières de l'après-guerre. La Première Guerre mondiale, par son bilan humain et militaire, a eu à déplorer un nombre considérable de veuves et d'orphelins. Ces données démographiques exceptionnelles expliquent aussi l'importance de ce dysfonctionnement en nombre d'affaires. Sa durée et son importance en volume d'affaires doivent aussi être mises en résonance avec la situation particulière des sinistrés. Dans la majorité de ces affaires, la nature des biens endommagés et le montant des indemnités témoignent de la précarité dans laquelle vivaient les familles monoparentales de l'époque. Dans un arrêt Dame veuve France de 1923, la requérante alla jusqu'en cassation pour l'obtention d'indemnités pour l'indemnisation de son mobilier meublant d'une valeur de 300 francs. Dans un arrêt Depré de 1922, c'était la perte de linge de maison et de pelotes de laine pour une valeur d'à peine 100 francs. Dans un arrêt Sieur-Vincent de 1926, ce fut pour une bicyclette que le requérant alla jusqu'à Paris pour essuyer au final un rejet de son recours.
Le contentieux produit par ce point de procédure interférera donc avec l'indemnisation de biens modestes, mais indispensables dans la vie quotidienne, et dont l'indemnisation s'élevait en général à de très faibles sommes. Le second grand point de complexification qui a connu l'application concrète de la loi de 1919 est en lien avec la question de la qualification des biens, notamment dans les critères d'obtention de cette fameuse condition du remploi et de l'indemnité complémentaire. L'enjeu de la distinction meuble-immeuble est ici fondamental dans le contentieux des dommages de guerre. Le législateur, sous l'impulsion d'une doctrine particulièrement vivace qui a déjà été évoquée dans les conférences précédentes, durant le conflit, s'était organisé en un comité pour défendre l'indemnisation intégrale du dommage de guerre et afin de reconnaître la possibilité d'obtenir ce que l'on appelle des frais supplémentaires complétant l'indemnisation de la perte subie par le bien du fait de guerre. L'obtention de ces frais supplémentaires, qui donc venaient augmenter le montant des indemnités fixées, était conditionnée par la loi de 1919 à 2 éléments cumulatifs. Premièrement, le bien endommagé devait être un immeuble, et ce dernier point causait un nombre important de litiges. Et deuxièmement, le sinistré devait s'engager à réemployer l'intégralité de son indemnisation, c'est-à-dire à la fois la partie qui était libre, dont il avait en principe la libre jouissance, c'est-à-dire la perte de valeur subie par le bien du fait de guerre, et le montant des frais supplémentaires pour reconstruire le bien. Techniquement, la distinction meuble-immeuble résultant de la définition définie par le titre 2 du Code civil constitua l'un des principaux moyens, tant pour l'État que pour les particuliers, d'obtenir une potentielle révision du montant des indemnités devant le juge administratif. La question à laquelle le Conseil d'État dut répondre était de savoir principalement si un meuble pouvait être qualifié d'immeuble par destination. À première vue, cela ne semblait pas devoir causer particulièrement de difficultés. En effet, les biens meubles rattachés à un fonds de commerce étaient déjà considérés comme une part intégrante de celle-ci, par exemple, et entraient dans l'évaluation de ce montant, dans l'évaluation de son indemnisation en tant que bien immeuble. Dans ce sens, les arrêts sociétés de la grande brasserie de la Croix de Lorraine posèrent une application classique de la jurisprudence en la matière. Dans un premier arrêt rendu le 22 avril 1922, le Conseil d'État rappela que les tribunaux de dommages de guerre ne pouvaient refuser l'indemnisation des biens meubles qui participaient de façon indispensable à l'activité d'un commerçant sous prétexte, dans le cas présent, que ces meubles de restauration avaient été déplacés dans des dépôts durant une partie du conflit. Dans un second arrêt, en date du 8 novembre 1923, toujours sur le même cas d'espèce, illustre cependant la complexification de ce type de litige. Ici, il s'agissait d'obtenir des frais supplémentaires pour le rachat de verreries détruites durant les bombardements et nécessaires à la reprise de l'activité de la brasserie. L'entreprise l'a considéré en effet comme des immeubles par destination, car rattachés au fonds de commerce. Le tribunal des dommages de guerre de Chalon-sur-Marne refusa cependant l'octroi de frais supplémentaires au motif que ces biens n'étaient pas nécessaires à la poursuite immédiate de l'activité économique, et aussi parce qu'ils étaient des biens meubles distincts du fonds de commerce. À cela, la Commission supérieure des dommages de guerre rappela fermement les principes légaux et donna droit aux frais supplémentaires pour les biens immeubles rattachés à ce fonds de commerce. Cette affaire illustre la principale difficulté rencontrée par la mise en application d'un tel mécanisme. Pas de problème pour les particuliers, dont le potentiel champ d'application des mesures fondées sur l'immeuble par destination s'avérerait peu répandu. Ce fut principalement les entreprises nécessaires à la relance de l'activité économique qui l'alléguèrent au soutien de leurs prétentions dans l'exercice de leur droit de recours. Dans ce cas, ce qui était initialement un critère restrictif pour l'obtention de frais supplémentaires devenait une possibilité beaucoup plus répandue de révision à la technicité accrue, notamment pour les entreprises industrielles et commerciales. En dernier point, donc, cette complexification perturbatrice du contentieux des immeubles se remarque particulièrement dans l'activité contentieuse de la Commission supérieure de cassation des dommages de guerre. Avec les problèmes liés au secteur industriel,
En effet, la qualification du dommage en fonction de la nature du bien y produisit des difficultés qui accrurent le caractère technique de la réparation des dommages de guerre et obscurcit la lecture des conditions d'indemnisation pour les agents économiques. La première difficulté consista à indemniser les dégradations et les pertes de produits fabriqués subies par les entreprises. En effet, conformément à l'article 13 de la loi de 1919, la nature juridique du bien dans le cadre de l'industrie variait en fonction de son statut dans l'avancement du processus de production. Les matières premières, biens meubles, ne pouvaient obtenir de frais supplémentaires que si elles étaient indispensables à la reprise immédiate de l'activité et pour un montant correspondant à 3 mois de fonctionnement de l'entreprise. Cette exigence s'appliquait aussi aux produits en cours de fabrication. En revanche, une fois devenus produits finis, sans précision explicite dans la loi, les matières premières sortaient du processus industriel et devenaient pleinement biens meubles, ne donnant pas droit à des frais supplémentaires. Sur ce fondement, les particuliers, tant l'État que les entreprises, tentèrent de contester le statut de la production industrielle endommagée pour augmenter ou abaisser le montant des indemnités qui avaient été obtenues en première instance. Cela est particulièrement illustré dans l'arrêt Dame-Maury du 15 novembre 1926, dans laquelle la requérante contestait la classification en produits finis de tonneaux de vin qui avaient été réquisitionnés par l'armée allemande. La commission cantonale et le tribunal des dommages de guerre avaient indemnisé ces biens seulement pour la perte de valeur subie du fait des réquisitions. La requérante revendiquait donc le fait que ces produits, destinés à la vente en bouteille, devaient être considérés comme en cours de fabrication et dès lors donner droit à des frais supplémentaires, ce qu'elle n'avait pas obtenu. La commission de cassation des dommages de guerre, rejetant cette interprétation, retint une conception restrictive du produit en cours de fabrication. Si les biens pouvaient être vendus tels qu'ils étaient au moment du dommage, ils devaient être regardés comme sortis du processus de production et ne pouvaient donner droit à des frais supplémentaires nécessaires à la reprise de l'activité. Le contentieux des produits industriels fut rendu plus complexe encore par la condition du remploi, qui sembla particulièrement difficile à apprécier. En effet, l'État se montrait très regardant sur l'exécution de cette obligation à l'égard des entreprises, invoquant une lecture restrictive de cette condition d'obtention d'indemnité. Dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt le 8 novembre 1926, l'État avait intenté un recours contre le sieur Larivière au motif que celui-ci n'avait pas utilisé les matières premières textiles acquises grâce à son indemnité sur les mêmes outils de production que ceux utilisés avant le conflit. Il soutenait alors une interprétation extrêmement resserrée des conditions posées par l'article 5 de la Charte des sinistrés, qui obligeait au remploi dans des conditions identiques à la situation du bien avant la mobilisation. Cependant, avec un certain pragmatisme, le Conseil d'État rejeta une lecture aussi exigeante de cette obligation, motivant sa décision du fait que la loi de 1919 ne prévoyait pas l'obligation pour le bénéficiaire à réemployer les matières premières acquises pour relancer son activité sur les mêmes machines. La seconde difficulté pouvant être évoquée pour comprendre les conséquences perturbatrices de cette distinction meuble-immeuble est le fait qu'elle sembla particulièrement inadaptée au fonctionnement des entreprises d'une époque industrielle. En premier lieu, elle sembla particulièrement inadaptée pour les entreprises d'envergure nationale, qui possédaient plusieurs unités de production. Comment appréhender la cession d'activité, critère indispensable pour l'obtention de frais supplémentaires, lorsque l'entreprise n'était pas bloquée à l'échelle nationale? La question se posa à l'occasion d'un arrêt rendu le 14 janvier 1924, Société ABI. Une entreprise de textile possédait 2 usines, l'une en Basse-Pyrénées pour la confection de textiles, l'autre à Tourcoing pour la confection de vêtements. Cette dernière, celle de Tourcoing donc, vit son activité arrêtée durant le conflit et ses produits réquisitionnés par l'armée. La première, en revanche, poursuivit son activité durant tout le conflit. La commission cantonale, en premier lieu, lui accorda une conséquente indemnité avec frais supplémentaires pour la perte des matières premières subies dans l'entreprise de Tourcoing. Cependant, suite au recours de l'État, le tribunal des dommages de guerre de Lille revint sur cette décision. Il estima que le processus de production des 2 entités étant dissociable, les produits devaient être regardés comme finis de production, donc ne donnant pas droit à une réparation intégrale pour relancer l'activité économique qui, de surcroît, n'avait jamais cessé à l'échelle nationale de l'entreprise.
La commission estima que la décision du tribunal des dommages de guerre de Lille était parfaitement juste et renvoyait les parties devant les juridictions compétentes pour la tenue d'expertises complémentaires. Pour finir, la question des relations entre les sociétés mères et leurs succursales illustre aussi l'instabilité potentielle d'une telle jurisprudence. Dans un arrêt Société Doc Rénois du 21 janvier 1924, une entreprise de distribution alimentaire revendant ses produits à de multiples distributeurs dont elle était propriétaire se vit refuser l'obtention de frais supplémentaires parce qu'elle devait être regardée comme une seule entité économique et qu'à aucun moment l'ensemble de l'entreprise n'avait été intégralement interrompu. Autre exemple, dans un arrêt Compagnie Générale d'Éclairage et de Chauffage par Gaz du 16 février 1931, la commission refusa au contraire de considérer la destruction des compteurs et canalisations d'acheminement du gaz chez les particuliers comme des marchandises pour une entreprise qui ne connut là encore pas d'interruption complète d'activité du fait de la guerre. Par cette jurisprudence juridiquement fidèle au regard de la loi du 17 avril 1919, mais d'une grande complexité, l'enjeu constitué par la qualification juridique des produits industriels, la nécessité de prendre en compte leur état dans la chaîne de production et leur impact sur l'activité économique de l'entreprise, le juge produisit probablement une insécurité juridique qui ne favorisa probablement pas la relance économique nécessaire à la reconstruction d'après-guerre. Pour conclure, les problèmes de droit identifiés dans la jurisprudence du Conseil d'État en matière de dommages de guerre mettent en évidence la difficulté considérable que le législateur de 1919 a eue d'anticiper les conséquences sociales et économiques à moyen terme de la guerre. Il chercha initialement à répondre à une question qui était politique et omit probablement la dimension économique du problème, en excluant par exemple les déserteurs et les insoumis de la solidarité nationale pour les dommages de guerre. Il fit renaître peut-être une conception révolutionnaire d'un droit de propriété politique et manqua peut-être un enjeu essentiel du XXe siècle, celle de construire une propriété privée en tant que droit économique. Je vous remercie.